bienvenue à tous les participants et participantes. C'est vraiment fantastique. J'ai vu dans le chat qu'il y a des gens qui viennent de plusieurs régions de l'Ontario, mais aussi du Canada. Alors, ça veut dire que le mot a vraiment circulé. C'est fantastique. Juste un petit mot pour vous parler en fait du comité local en immigration de francophones de la région de Peel-Halton-Dufferin. Donc, pour les gens qui ne sont pas nécessairement de cette région, c'est la région qui, disons, est au sud et à l'ouest de Toronto et au nord. Donc, c'est, disons, le Grand Toronto. Donc, le comité local en immigration francophone est un comité qui a été mis en place par le réseau en immigration francophone Centre-Sud-Ouest pour concerter les parties prenantes sur les enjeux de l'immigration francophone dans une ou des régions. C'est également un comité qui a été mis en place pour appuyer les parties prenantes des dites régions sur l'enjeu de l'immigration. Et ce CLIF, le CLIF de Peel-Halton-Dufferin, a été créé en 2011. Donc, très bientôt, nous allons célébrer notre 10e anniversaire. Il y a plusieurs partenaires, dont des partenaires qui sont présents ce soir parmi nous. Et parmi ces partenaires, on compte notamment Access Employment, le Centre francophone du Grand Toronto, le Cercle de l'Amitié, le Centre culturel des ressources francophones pour les communautés ethniques, le CERIFRAC, Collège Boréal, Connecture Canada, le Conseil scolaire catholique Mon Avenir, le Conseil scolaire Viamonde, Oasis Centre des femmes et bien sûr le réseau en immigration francophone du Centre Sud-Ouest. Donc, parmi nous, il y a notre agent de projet pour la région, c'est M. Jean-Claude Nda, et il est toujours disponible pour coordonner les rencontres, les initiatives et les activités du CLIF. Quelques points pour vous parler du mandat du CLIF. Je vais en énumérer quelques-uns. Alors, en gros, c'est d'assurer une concertation sur les enjeux de l'immigration francophone dans une perspective de recherche de solutions, promouvoir les partenariats avec les intervenants locaux des divers secteurs, que ce soit communautaires, privés, parapublics, gouvernementaux et même les municipalités, et créer un véritable cadre stratégique de collaboration entre les partenaires francophones et anglophones locaux autour des enjeux reliés à l'immigration francophone. Et exercer une veille sur les tendances en immigration francophone dans les régions de Peel-Halton-Dufferin afin d'identifier les besoins, les lacunes et les atouts de la communauté et des immigrants en fonction des différentes étapes du continuum de l'établissement. Donc voilà, merci à vous tous et je vous souhaite une belle soirée. Merci Marie-Pierre. Donc là, nous avons parmi nous en fait 3 panélistes. Et ce que je vous propose de faire, parce que il est en fait 18h14 et que je pense tout le monde en fin de soirée a une courte mémoire, donc au lieu de vous les présenter tous en même temps, je vais bien sûr les nommer et ce que je propose de faire en fait, c'est de vous les présenter au fur et à mesure que les présentations se feront. Donc, à savoir qu'il y a 3 présentations. La première est en fait de professeur Gertrude Mianda. Ensuite, nous aurons une présentation de Monsieur Antoine Desroses et le tout par rapport aux présentations se terminera par Monsieur Malamine Marot. Donc là, en fait, si quelqu'un pouvait projeter la biographie de Madame Gertrude pour que nous puissions tous en prendre connaissance. Merci. Voilà, donc Madame Gertrude, elle est née... Pardon, on va retourner à Madame. Donc, elle est née en République démocratique du Congo. Elle est arrivée au Canada en 1981. Elle a fait ses études à l'Université de Laval au Québec. C'est aussi une ancienne directrice de la School of Gender, Sexuality and Women's Studies à l'Université de York.
Elle est donc professeure titulaire au programme d'études sur le genre et les femmes à la faculté de Glendon et à l'école d'études sur le genre, la sexualité et les femmes de l'Université de York. C'est aussi une directrice de l'Institut Harriet Tubman, donc c'est un institut de recherche sur l'Afrique et ses diasporas à l'Université de York. Et enfin, ses recherches sur l'immigration portent principalement sur les Africains francophones dans la communauté francophone minoritaire du Canada, donc géographiquement parlant Toronto et Ottawa, et en particulier sur leur intégration économique et sociale. Donc, Mme Gertrude, elle est aussi donc impliquée activement sur la recherche de solutions pour l'épanouissement des communautés noires et francophones. Et voilà, maintenant je vous laisse avec Mme Gertrude qui va nous faire une présentation. Je me mets en mute, Mme Gertrude. Voilà, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci de m'introduire avec autant d'enthousiasme. Avant tout, permettez-moi de remercier le comité en immigration francophone de Peel, Halton et Dufferin et toute l'équipe pour l'organisation de cette conférence. J'aimerais dire un merci tout particulier à Marie-Thérèse Kaninda et à Jean-Claude de m'avoir associé à cette conversation. En fait, il m'a été demandé de m'entretenir avec vous aujourd'hui sur les francophones du groupe des minorités visibles face à la discrimination raciale. Pour ce faire, je vais structurer ma présentation essentiellement autour de leur intégration sur le marché du travail, ce qui m'intéresse. Ça touche un peu à ma recherche. Donc, dans un premier temps, je vais brosser un tableau général de la représentation des immigrants de groupes de minorités visibles. Et puis, je vais ensuite aborder la question de leur intégration sur le marché du travail, avant de parler de la situation spécifique de francophones de minorités visibles. Et pour conclure, je vais proposer quelques pistes ou quelques solutions qui pourraient contribuer à l'amélioration de leur situation et peut-être réduire l'impact de la discrimination raciale. Je vais essayer de... OK. Oups, ça ne laisse pas. OK. Wow. Oh, excusez-moi, je pense que c'est... Est-ce que vous pouvez le voir? Oui, ça marche très bien, merci. Oui, allez-y, continuez. OK. OK, bon. Il est bon, pour commencer, il est bon de mentionner que le Canada est parmi les pays qui accueillent un grand nombre de migrants et de même, eu égard à l'immigration francophone, le Canada a été classé en 2014 comme étant le second pays francophone qui accueille le plus de francophones. Et il était en 2014 placé comme le 5e pays au rang pour la population francophone, 5e pays venant après le Maroc, l'Algérie, la RDC et la France. Puisqu'on parle de minorités visibles, j'ai pensé qu'il était bon qu'on sache de quoi on parle exactement. Et selon la loi de l'équité en matière d'emploi, je pense que tout le monde sait quand on parle de minorités visibles qu'il s'agit principalement des groupes suivants, le sud-asiatique, chinois, noir, philippin, latino-américain, arabe, asiatique du sud-est, asiatique occidental, coréen et japonais. J'ai fait un petit tableau ici pour le représenter au Canada en pourcentage, au Canada et en Ontario. Et bien visiblement, on voit que les minorités visibles en 2016, selon les données de 2016, représentaient 22,3% de la population canadienne. Parmi eux, 30% vivaient en Colombie-Britannique, 29,3% vivaient en Ontario, et l'Alberta avait 23,3% et le Québec en avait 13%. Si l'Asie demeure le principal continent d'où proviennent les immigrants, il faut cependant remarquer que dans les dernières années,
l'Afrique devient comme la source principale de nouveaux immigrants. Quant à l'immigration francophone, elle représentait en Ontario 2,3% de l'ensemble des immigrants. Donc, l'Ontario est la seconde province à recevoir plus d'immigrants francophones après le Québec. Maintenant, quelle est la situation des minorités visibles sur le marché du travail? Les données les plus récentes, nous sommes dans la période de Covid, hein, et l'impact du Covid se fait sentir aussi beaucoup plus dans les communautés de minorités visibles. C'est ainsi que les données les plus récentes associées à la pandémie révèlent que les minorités visibles sont beaucoup plus affectées que la population de race blanche. En effet, le groupe sud-asiatique a vu le taux de chômage augmenter de 9,1% pour la période allant de juillet 2019 à juillet 2020. Et celui des Chinois a augmenté de 8,4%. Le taux de chômage de Noirs et des Philippins a augmenté de 6,3%. Pour le seul mois de juillet de cette année, la perte d'emploi pour le groupe de minorités visibles est le double de celle de la population blanche. Ainsi, chez les Noirs et les Sud-Asiatiques, la perte d'emploi est respectivement de 17,3% et de 17,8%. Cette situation reflète bien la réalité des immigrants, des minorités visibles sur le marché du travail. Comme bien des chercheurs l'ont montré, les minorités visibles sont marginalisées sur le marché d'emploi. On remarque que les groupes de minorités visibles au Canada ont un niveau de revenus inférieur à ceux des immigrants blancs, par exemple. Cependant, les immigrants blancs ont un niveau de revenus comparable à celui de la population blanche née au Canada. À titre d'exemple, on peut voir qu'il y a des chercheurs qui ont mené des recherches pour l'accès sur le marché du travail et ils ont utilisé de CV fictifs et ont permis de constater, entre autres, que les candidats racialisés, donc de minorités visibles, étaient nettement moins susceptibles d'être invités à passer une entrevue que les autres personnes ayant la même expérience et les mêmes qualifications. Et ceci pour dire que parmi les minorités visibles, il est bien prouvé que ce sont les minorités noires qui est le groupe le plus marginalisé, qui est beaucoup plus touché par la question de discrimination. Un peu à titre d'exemple, si on regarde tout simplement au niveau de salaire annuel, les salaires annuels médians des hommes noirs en comparaison avec leurs homologues blancs et le reste de la population, on trouve que leur niveau de salaire est plus bas, même s'ils ont comparativement le même niveau d'études. Le taux de chômage est pour les femmes racialisées et notamment les femmes noires, la situation est encore beaucoup plus dramatique parce qu'elles sont tout simplement beaucoup plus marginalisées sur le marché du travail. Les salaires annuels médians des hommes et des femmes noires étaient inférieurs à ceux de leurs homologues dans le reste de la population, de près de 13 000 $ annuels chez les hommes et de 3 400 $ chez les femmes. Okay. Wow. Ok, je me... Oups, ça va, ok. Ok, ceci, je veux passer donc au deuxième point. Ok, la question de minorités visibles francophones. Les minorités visibles francophones sur le marché du travail, la situation n'est pas tout à fait similaire à la situation de minorités visibles dans l'ensemble. Et chez les minorités visibles francophones, leur situation est encore beaucoup plus difficile, plus marginalisée parce qu'elles ont moins accès au marché du travail. Ça sonne, est-ce que j'ai déjà 20 minutes?
OK. Non, 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 c'est la sonnerie quand il y a quelqu'un qui se joint à nous ou qui part. Donc, tu peux continuer. La sonnerie, ce sera moi. OK. Ah, OK. OK. Alors, quant aux immigrants francophones des minorités visibles, quelle est leur situation sur le marché d'emploi? Les immigrants francophones, auparavant, venaient généralement des pays européens, dont la France. Mais ce qu'on remarque maintenant, c'est que le groupe de minorités visibles francophones augmente aussi. Et là-dedans aussi, une bonne proportion des minorités visibles venant de l'Afrique subsaharienne, en grand nombre. Et les données l'indiquent. Et les études canadiennes indiquent aussi également que les immigrants francophones d'origine africaine éprouvent de la difficulté à intégrer le marché du travail. Pour les immigrants noirs francophones qui ne peuvent pas maîtriser, qui ne maîtrisent pas l'anglais, leur situation est encore beaucoup plus complexe car ils sont discriminés également sur la base de leur accent français. Ça veut dire sur le marché du travail, ils ont un accent qui est contesté parce qu'il n'est pas au niveau de l'accent français standard. Donc, à Toronto, d'après mes propres recherches, les immigrants francophones, notamment particulièrement d'origine africaine, de minorités visibles, se retrouvent concentrés dans les secteurs d'activité, dans les secteurs de santé et dans l'éducation. Et dans tous ces secteurs-là, elles rentrent au bas de l'échelle. Pour leur permettre l'intégration au travail, elles sont plus l'intégration sur le marché du travail. Les personnes de minorités visibles francophones et principalement les Africains qui constituent un groupe majoritaire sont obligés à passer par ce qu'on appelle la déqualification. Et je pense que la déqualification se fait, comme j'ai dit, de façon ascendante, de façon descendante, parce que ces personnes sont obligées de retourner aux études et notamment aller dans les collèges pour essayer d'avoir un diplôme qui est de de niveau inférieur par rapport à leur niveau d'origine, leur niveau de départ, mais qui leur permet d'accéder sur le marché du travail dans les domaines où c'est ouvert. Et les domaines, c'est la santé et l'éducation. Et dans le système de santé, on le retrouve beaucoup plus concentré dans ce qu'ils appellent en anglais le PSW, le personnel, okay. Le PSW, comment on les appelle encore? Okay. C'est là où elles se retrouvent beaucoup. Et au niveau de l'éducation, elles sont aussi à l'école élémentaire, à la garderie, où elles sont avec le programme qu'ils ont introduit maintenant, où il y a l'éducatrice et puis il y a l'animateur. Mais elles sont à un niveau, ces personnes-là sont à un niveau beaucoup plus bas. Et voilà, pour intégrer le marché du travail, les immigrants francophones doivent se déqualifier et maîtriser l'anglais. Si les personnes qui peuvent travailler à Toronto doivent absolument maîtriser l'anglais parce que le milieu du travail, le bassin francophone n'est pas capable d'absorber tous les immigrants francophones sur le marché du travail. Ce qui fait qu'ils doivent aller dans le milieu anglophone. Et sans la maîtrise du milieu anglophone, la maîtrise de l'anglais, ça devient encore beaucoup plus difficile pour ces personnes-là s'ils ne passent pas par la déqualification. En fait, je pense que je vais passer aux pistes des solutions et les questions pourront venir, je vais y répondre plus tard. Ce que je pense qu'il faudrait puisqu'on fait face à la discrimination, et je ne sais pas comment on peut remédier ou bien diminuer l'impact de la discrimination. Je propose par exemple que dans le milieu du travail, qu'on mette sur pied des comités interculturels. Ces comités permettraient aux gens dans leur milieu de travail, de se retrouver ensemble avec des collègues et d'échanger autour des aspects beaucoup plus culturels, autour des stéréotypes, parce qu'on juge souvent les gens sur base de préjugés. Alors, on peut établir un dialogue interculturel
et comme ça, essayer de réduire l'impact de l'ignorance vis-à-vis des autres. Et je pense beaucoup plus, c'est que j'insiste, puisque l'accès au marché du travail est difficile, c'est de créer des réseaux, parce que le travail maintenant, dans le milieu francophone, c'est parfois, même si on affiche, ça passe de bouche à oreille. Alors, si vous n'êtes pas dans des réseaux, et je prends par exemple les communautés de minorités visibles comme les Coréens, les Japonais et les Chinois, parce qu'ils ont créé des réseaux qui leur permettent d'entrer sur le marché du travail et parce qu'ils sont beaucoup pour la plupart des entrepreneurs aussi. Alors, si les minorités visibles parvenaient à créer des réseaux pour se faire passer aussi l'information, je pense que ça leur permettrait d'accéder facilement au travail. Et il y a une autre question, c'est la question des équivalences. Pourquoi est-ce que les immigrants des minorités visibles se déqualifient? C'est parce que le Canada ne reconnaît pas leurs compétences basées sur le diplôme qui viennent avec de pays d'origine. Alors, ce serait peut-être mieux, au lieu de les amener ou les pousser à se déqualifier, ce serait bien de faire des programmes de recyclage. En fait, ce que je pense, on dit, OK, vous allez au Collège Boréal, parce que souvent, et j'appelle le Collège Boréal, je n'ai rien contre, mais j'appelle comme une institution qui entretient la précarité pour les immigrants qui sont des niveaux qui sont qualifiés et qui doivent se déqualifier. En fait, l'institution entretient la précarité puisqu'ils se déqualifient d'un niveau moins élevé pour pouvoir survivre. Alors, pourquoi ne pas créer dans ces collèges-là des programmes de recyclage? Si je suis médecin, je me recycle puisqu'on me demande l'expérience canadienne. Si je suis médecin, je vais me recycler pendant 1 an, pendant 6 mois, pour acquérir ces habiletés canadiennes et me réintégrer sur le marché du travail au lieu que je puisse me déqualifier totalement. En fait, ce sont là des pistes que je lance comme ça et je suis ouverte à la discussion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Gertrude. Donc là, vous avez fini votre présentation que vous aviez pour nos participants et participantes. D'accord. En fait, ce que je propose de faire, vu que le format qui m'avait été donné, c'était que chaque panéliste, finalement, allait présenter ce que vous avez préparé et comme on a invité en fait tout le monde dans le chat aussi, de garder vos questions finalement pour la fin, ou même vous pouvez les écrire dans le chat. On est une petite équipe à pouvoir les noter. Et finalement, lorsque les 3 personnes auront présenté, pourquoi ne pas en fait passer à travers tout ça à la fin quand nous pourrons avoir ce que j'appellerais un échange. Je n'appelle pas ça un débat, c'est vraiment un échange d'idées, un échange autour des questions qui peuvent être posées par un peu tout le monde. Donc, je vous invite encore une fois à noter vos questions. Donc, Madame Gertrude, on va attendre à la toute fin pour qu'on puisse avoir une discussion, on va dire, plus globale, vu que nous avons aussi donc 2 autres personnes qui vont nous présenter sur des thématiques. Donc là, pour notre prochain panéliste, nous avons Monsieur Antoine Desroses. Donc, Monsieur Desroses est né et a été éduqué en Haïti. Il vit à Toronto depuis 1978. J'ai failli dire 1978, mais voilà, je dois parler autre français, pas le français belge. Monsieur est diplômé en travail social à l'Université de York. Il a également un certificat en antiracisme et relations raciales. C'est aussi un ancien conseiller en programme bilingue au Centre de toximanie et de santé mentale, donc CAMH. C'est aussi un ancien membre du comité de gestion du Conseil canadien de l'éducation et membre du conseil d'administration du Centre francophone de Toronto, du Grand Toronto. Il est aussi ancien conseiller scolaire au Conseil des écoles de langue française de la communauté urbaine de Toronto. Et actuellement, donc Monsieur Desroses est à la retraite et il continue d'œuvrer pour la communauté en tant que professeur au Collège Boréal.
Et enfin, le bien-être et l'épanouissement des communautés ethnoculturelles francophones lui tiennent très à cœur. Donc voilà, moi je vais donner le plancher à Monsieur Desroses pour qu'il puisse vous présenter sur la thématique. Voilà, je vais me mettre en mute et gardez vos questions bien sûr. Bonjour, bonjour, bonsoir à tous. Je vais essayer de partager mon écran si c'est possible. Oui, c'est possible. OK, je le fais. L'objectif de cette petite présentation, c'est que les personnes participantes seront en mesure de reconnaître les manifestations, les motifs de la discrimination raciale et des droits atteints. Il y a des pistes d'action étant de contre le racisme dans son pays. Donc, compte tenu, je m'excuse de ne pas avoir remercié les organisateurs, Madame, parce que j'ai fait fréquemment. Petit temps qui m'est donné, je pense que c'est mieux que je rentre directement dans la présentation. Et puis, je vais m'excuser à l'avance aussi. Vous allez voir que je vais sauter des diapositives parce que c'est assez long et je veux rester dans le temps qui m'est alloué. OK, on commence. On commence par le tour à l'école. On va définir le racisme systémique. Ça, le racisme systémique. C'est une expression qui peut être définie comme un système de domination qui la dignité de l'homme, les ressources sociales. Monsieur Desroses. Pouvoir. Pardon? Antoine, est-ce que vous… oui, en fait, il y a des crépitements lorsque vous parlez. Donc, on arrive complètement à voir la présentation, mais je n'étais pas la seule, en fait. Lorsque vous parlez, il y a des crépitements, donc on entend un mot sur deux. Donc probablement un problème de connexion. Est-ce que vous pourriez essayer de couper votre caméra, que au niveau de la bande passante, ça sera peut-être mieux. On peut essayer de couper votre caméra et puis réessayer. Oh. Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Ou... Ah oui, là, c'est parfait. Parfait. Ah bon, c'était bien la caméra? OK. Bon, je suis content que vous pouvez m'entendre. Ah oui, là, c'est clair. Donc là, on vous entend. Donc, si vous pouviez reprendre juste donc les objectifs, je pense que tout le monde les avait vus. Juste le corps du texte lui-même, en fait. En fait, oui, j'étais en train de définir le racisme systémique à ne pas confondre avec le racisme qu'on vit au quotidien. C'est pour cela que je commence avec le racisme systémique. Donc, comme je disais, c'est l'expression qui définit un système de domination qui nie la dignité des droits de l'homme, les ressources sociales et le pouvoir des individus. Cette discrimination peut inclure, mais n'est pas limitée au capacitisme, donc quand on parle d'handicap mental ou physique, l'agisme, le sexisme, l'hétérosexisme, le cissexisme, le sexisme, le racisme, l'eurocentrisme, la xénophobie, l'antisémitisme, l'islamophobie et le classicisme. Le racisme est une forme puissante d'oppression qui a de réelles conséquences pour les groupes racialisés et marginalisés qui sont confrontés à des obstacles et des défis pour leur santé et leur bien-être. Donc, ne vous faites pas d'illusions, le racisme a un impact négatif sur votre santé et sur votre bien-être. Le racisme peut être défini comme des politiques, pratiques, processus et ou présentations et modes de pensée au niveau individuel, institutionnel, systémique ou culturel
qui servent à exclure ou à désavantager injustement les personnes racialisées. Il est important de reconnaître et d'admettre les façons dont le racisme et l'oppression sont ancrés dans le système d'éducation, le système de santé et de services sociaux. Chaque personne a ses propres croyances, ses antécédents et ses capacités sociales. Cependant, certaines personnes et certains groupes sont plus susceptibles d'être victimes de stéréotypes, de préjugés et de discrimination. Les motifs expliquant qu'ils en soient la cible sont les suivants. On l'a déjà vu, je ne vais pas répéter, capacité à statut social. On passe à l'autre. Les stéréotypes, les préjugés et la discrimination découlent des inégalités au sein de la société. Et je vais définir chacun de ces éléments. Des idées provenant de membres de la famille, d'amis ou des médias, de la tendance d'éviter les personnes qui sont différentes de nous, de la difficulté à accepter les différences concernant les idées, le mode de vie, etc. Maintenant, qu'est-ce que le stéréotype? On commence avec le stéréotype. Le stéréotype est une opinion toute faite sur un individu ou un groupe auquel on attribue des traits de caractère figés, réputés communs à tous ceux de sa catégorie. Véhiculé par le sens commun, cette représentation caricaturale fonctionne comme un prêt-à-penser qui réduit la complexité du réel. On suppose qu'un groupe de gens présentant les mêmes caractéristiques partagent des attributs communs. En d'autres mots, une personne a une opinion toute faite sur toi en raison de ton identité. Les stéréotypes sont souvent dommageables, trop simplistes, dangereux et injustes. Les préjugés. Donc, ça commence toujours avec le stéréotype qui nous amène aux préjugés. Les préjugés sont des croyances. Les préjugés désignent une opinion, souvent négative, sur une personne ou un groupe qui se base sur un stéréotype. Donc, vous voyez, c'est pourquoi j'ai commencé avec le stéréotype, parce que les préjugés se basent sur des stéréotypes. Une telle supposition repose habituellement sur le fait que la personne appartient ou est présumée appartenir à un certain groupe. Les préjugés séparent également les gens selon les stéréotypes. Voici quelques exemples. Donc, je ne vais pas les répéter encore. Capacitisme, attitude négative fondée sur les capacités physiques et mentales. Je vais sauter ça. Maintenant, la discrimination. On a commencé avec les stéréotypes. On a expliqué que les préjugés découlent des stéréotypes. Maintenant, on est à la discrimination. La discrimination est un acte, c'est un fait. Quand on vous refuse une promotion, quand on vous refuse de vous louer un appartement basé sur votre race ou sur votre identité, ça c'est un acte. On n'est plus maintenant dans les préjugés ou dans les stéréotypes. Il y a discrimination lorsque quelqu'un agit selon ses croyances pleines de préjugés. Elle peut également être systémique, comme en témoignent les politiques et pratiques mises en place afin d'assimiler les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Voici quelques exemples de discrimination. Un gestionnaire offre une promotion à un employé cisgenre plutôt qu'à un employé transgenre, alors que l'employé transgenre est tout à fait beaucoup plus compétent. Un jeune de minorité raciale est surveillé sans raison apparente alors qu'il fait des courses dans un magasin. Ça, c'est une action, ça, c'est un acte. Un fournisseur de soins de santé refuse de traiter ou de diagnostiquer un patient en raison de son identité ethnique ou de sa race.
Maintenant, très rapidement, je vais passer sur les formes de microagression raciale. Les microagressions raciales sont des indicités verbales, comportementales et environnementales quotidiennes, brèves et courantes, qu'elles soient intentionnelles ou non, qui communiquent des agressions et des insultes raciales hostiles, dérogatoires ou négatives à la personne ou au groupe cible. Ils ne se limitent pas aux seules rencontres humaines, mais peuvent également être de nature environnementale, comme lorsqu'une personne de couleur est exposée à un environnement de bureau qui attaque involontairement son identité raciale. Par exemple, son identité raciale peut être minimisée ou rendue insignifiante par l'exclusion pure et simple des décorations de la littérature représentant divers groupes raciaux. Il y a 3 formes de microagression qui peuvent être identifiées comme micro-assaut, micro-insulte et micro-invalidation. Notez que j'ai dit au début que la microagression, c'est la forme la plus courante de discrimination raciale, parce qu'il est fort possible, à beaucoup d'occasions, j'ai entendu des gens dire que oh, il n'y a pas de racisme, on n'entend pas, on n'appelle pas sale nègre, allez chez vous. Mais non, il y a d'autres formes beaucoup plus subtiles. C'est pourquoi c'est important pour vous d'être sensibilisés sur les différentes formes de microagression raciale. Donc, le micro-assaut, c'est une dérogation raciale explicite caractérisée principalement par une attaque verbale ou non verbale. L'attaque peut être non verbale aussi, ce n'est pas toujours verbal. Destinée à blesser la victime visée par les injures, des comportements d'évitement ou des actions discriminatoires délibérées. Faire référence à quelqu'un comme coloré ou oriental, utiliser des épithètes raciales, décourager les interactions interraciales, servir délibérément un patron blanc devant quelqu'un de couleur et afficher une croix gammée, en sont des exemples. Les micro-assauts résultats ressemblent davantage à ce que l'on a appelé le racisme à l'ancienne mené au niveau individuel. Une micro-insulte est caractérisée par des communications qui véhiculent l'impolitesse et l'insensibilité et dégradent le patrimoine ou l'identité raciale d'une personne. Les micro-insultes représentent des camouflages subtils, souvent inconnus de l'auteur. Donc, vous pouvez être insulté sans savoir que vous êtes en train d'être insulté. Vous pouvez être rabaissé sans savoir que vous êtes en train d'être rabaissé si vous n'êtes pas sensibilisé sur ces termes, sur ces concepts. Lorsqu'un employeur blanc dit à un candidat potentiel de couleur, je pense que la personne la plus qualifiée devrait obtenir ce poste, quelle que soit sa race. Ou lorsqu'un employé de couleur est invité, comment avez-vous obtenu votre travail? Moi, c'est quelque chose que j'ai eu, c'est une question qui m'a été posée tellement de fois. Donc, c'est une micro-insulte. Même si la personne a un gros sourire quand on vous pose la question, mais ce qui est sous-entendu, vous ne devriez pas être là. Ce n'est pas votre place ici. Comment ça que vous êtes ici? Comment ça que vous occupez cette position? C'est une micro-insulte. Et ça peut passer inaperçu. La personne peut ne pas s'en rendre compte, la personne qui est victimisée de cette manière. Et puis, il y a aussi les micro-invalidations sont caractérisées par des communications qui excluent ni ou annulent les pensées psychologiques, les sentiments ou la réalité expérientielle d'une personne de couleur.
par exemple, une personne asiatique élevée aux États-Unis sont complimentés pour leur bon anglais ou à plusieurs reprises, on leur demande où ils sont nés et c'est quelque chose qui arrive beaucoup, surtout aux gens de couleur. Automatiquement, on vous demande d'où venez-vous, de quel pays, même si vous êtes au Canada depuis plusieurs générations. Maintenant, on parle de biais. Qu'est-ce qu'un biais? Combien de temps il me reste parce qu'il y a beaucoup d'éléments à couvrir? Oui, justement, j'allais en fait venir vous interrompre. Donc, il vous reste encore 4 minutes. Comme 4 minutes seulement, je ne pourrais pas finir en 4 minutes parce qu'on doit parler de l'antiracisme. OK, on va... OK. Oui, merci. Je vais sauter quelques... OK. Comment faire pour contrer le racisme? On a développé le concept de pratique antiraciste et anti-oppression. C'est avec ces outils qu'on va combattre le racisme. Donc, la philosophie de l'antiracisme et de l'anti-oppression repose sur 3 valeurs fondamentales, que le racisme et l'oppression ont des effets négatifs profonds sur la santé et la santé mentale. Pas seulement la santé mentale, mais aussi la santé physique. Que les clients doivent guérir de manière significative et pertinente pour eux. Et troisièmement, que le racisme et l'oppression peuvent se produire au niveau individuel et systémique. Et qu'une intervention est nécessaire à ces 2 niveaux. Donc, tant au niveau individuel qu'au niveau systémique. Donc, l'antiracisme vise à transformer les relations sociales inégales existantes, visant à restaurer les déséquilibres de pouvoir en confrontant les dimensions institutionnelles, individuelles et culturelles. Un cadre antiraciste se concentre sur l'impact du racisme sur la santé et la santé mentale et rend explicite l'idéal du racisme intériorisé et ses impacts. Je voulais attirer votre attention sur cet aspect. Il a été noté que le fait d'être issu d'une culture ou d'un groupe ethno-racial ou autrement défavorisé ne rend pas nécessairement un individu antiraciste, anti-oppression ou culturellement compétent. Donc, ce n'est pas parce qu'on appartient à un groupe qu'automatiquement, on est sensibilisé, on est conscientisé sur la question de l'antiracisme et de l'oppression. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire qu'ils ont été victimes de gens qui sont comme eux, qui sont de la même race, du même village. Donc, c'est très important de noter que ce n'est pas nécessairement parce qu'on appartient à un groupe ethno-racial qu'on est sensibilisé sur cette question. Si les personnes issues du groupe ethno-racial ont des forêts ou défavorisées sont les plus susceptibles d'être bien informés des questions de culture et de pouvoir pertinentes et de leur implication pour la prestation de services au groupe en question, une formation en antiracisme ou des expériences sont toujours nécessaires. Maintenant, quelques conseils. Monsieur Desroses, donc en fait, je regarde le temps, je regarde le déroulé, je regarde un petit peu tout ça. Désolée de faire la police du temps. Si vous pouviez, on va dire, en 2 minutes pour que nous puissions en fait donner la parole à la 3e personne qui devait présenter aujourd'hui. Je sais, je suis en train de vous presser, hein, mais comme je vous dis, je dois faire la police du temps. Donc, je vous donne encore 2 minutes. OK, ça va. Ça devrait suffire. Donc, voici comment on peut se mobiliser. Je vais sauter sur l'aspect santé mentale. Pour se mobiliser, prendre le temps de réfléchir pour valider
Was it you I spoke to last week about the tires? Yes. Did you see them? You said there was 4 of them, right? Did you see? Was there any photos of them? What I did, I sent like I wrote down the. I don't even know. I'm just curious. I know, but like. Voilà, OK. allez-y. Donc, comment peut-on se mobiliser? Donc, prendre le temps de réfléchir pour valider si tu n'as pas toi-même des préjugés ou si tu n'agis pas de manière discriminatoire, intentionnellement ou non. Il ne faut pas rire des blagues qui se basent sur des stéréotypes. Il faut refuser de regarder des films, de lire des livres, de jouer à des jeux vidéo ou de participer à des activités qui font la promotion d'attitudes négatives envers certains groupes. Il faut confronter ta famille ou tes amis qui expriment des croyances empreintes de préjugés, mais seulement si c'est sécuritaire de le faire. Ce n'est pas toujours sécuritaire d'intervenir pour dire il ne faut pas répéter ça, il ne faut pas utiliser ces mots, surtout au niveau de l'homophobie, des choses comme ça. Donc, tu peux d'ailleurs commencer en leur faisant lire des articles. Il faut appuyer des organismes comme le travail que vous faites ici, OK? Il faut appuyer des organismes qui s'attaquent aux causes profondes des stéréotypes, des préjugés et de la discrimination, ainsi qu'à leurs effets. Être raciste est considérer que les différences entre les individus, qu'elles soient physiques, culturelles ou morales, sont héréditaires, immuables et naturelles. Le racisme établit une hiérarchie entre les catégories d'êtres humains qui peut se traduire en pratiques allant de la discrimination jusqu'à l'extermination de l'autre. Donc, il faut exposer les explications inadéquates qui tentent de justifier, de rendre compte des différentes positions des gens de la société. L'antiracisme s'attaque à des idées que si vous travaillez dur, vous réussirez, car elles soulèvent des questions sur ceux qui ont travaillé dur et n'ont pas réussi. L'éducation antiraciste met plutôt en évidence certaines des structures et des barrières sociales créées par l'homme qui empêchent des individus et des groupes d'améliorer leurs chances de la vie malgré tous leurs efforts. On peut faire tous les efforts, ça ne veut pas dire que vous allez réussir. Donc, pour obtenir un complément d'information, il y a la politique et directive sur le racisme et la discrimination raciale de la commission. Prière de consulter le site web de Ontario Human Rights Commission, la commission ontarienne des droits de l'homme. Donc, il y a des numéros que vous pouvez appeler pour vous informer un peu plus, pour savoir quels sont les outils qui sont à votre disposition si vous êtes dans une situation où vous vous sentez victimisé par le racisme. Merci. Merci, monsieur Desroses. Désolée de vous avoir bousculé, mais ça a très bien été fait. Merci pour votre temps de parole. Là, j'ai une question par rapport en fait à vos slides, vu que à cause donc du fait qu'il y ait des crépitements quand vous étiez en train de projeter. Et donc la question en fait, c'était de savoir est-ce que exceptionnellement vous pourriez partager votre présentation. Donc c'est une question qui nous est venue par chat. Je la laisse là. Vous pouvez y réfléchir. Et puis ensuite, quand on ouvrira le plancher pour nos échanges, après la dernière présentation, peut-être que vous pourrez dire un peu plus par rapport à ça. Donc, gardez ça en tête pour un peu plus tard. OK, merci. Merci. Donc là, nous avons notre troisième panéliste qui est Monsieur Malamine Marot. Donc en fait, lui, Monsieur va présenter sur la discrimination à l'emploi et à la scolarisation des jeunes issus des groupes de minorités visibles et puis aussi d'outils d'accompagnement pour y faire face. Alors, Monsieur Malamine, lui, est né au Sénégal. Il a fait des études de sociologie à l'université d'Evry-Val
à Paris. Ensuite, il a fait une maîtrise en gestion de l'éducation et de la formation professionnelle. C'est aussi un ancien conseiller en développement organisationnel au centre local d'emploi de l'agglomération Grigny, Centre Viry-Châtillon à Paris, et c'est un ancien consultant en gestion prévisionnelle des emplois et des compétences à l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, toujours à Paris. Nous sommes encore en France pour le moment. Alors, ancien coordonnateur et responsable de projet jeunesse en emploi à la Ligue des Noirs du Québec. Nous sommes maintenant au Canada, dans la ville de M. Malani. C'est un ancien conseiller stratégique du président de la Ligue des Noirs du Québec d'alors, donc M. Dan Philippe. Et actuellement, M. Marot est conseiller en formation et en développement au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec. Alors, soutenir l'intégration des jeunes immigrants lui tient particulièrement à cœur. Donc, je laisse le plancher à M. Marot pour qu'il nous parle donc de cette thématique-là. Allez-y, monsieur. Monsieur Marot? Est-ce que vous m'entendez? Ça va? Parfait, oui, on vous entend. Allô? Oui. OK, parfait. Je disais... Oui? Allô? On vous entend, il n'y a personne qui OK. OK, parfait. Merci beaucoup. Je disais tantôt, merci beaucoup de m'avoir invité pour ce panel, pour faire des échanges. Je ne fais pas de conférence, mais je pose les principes de discussion parce que les solutions se trouvent partout. Nous allons tous partager mon expérience que j'ai passée au niveau de la Ligue des Noirs du Québec en accompagnant les jeunes qui sont dans ces problématiques. Mais avec vous tous, les participants, on va pouvoir partager cet esprit puis, dans la période de discussion. Je vais essayer de partager ma présentation. Vous me direz si c'est bien fait, on y va. Sinon, bon, on verra une autre solution. Est-ce que vous avez vu ma présentation? Oui, nous pouvons la voir, nous pouvons vous voir et nous pouvons vous entendre. Allez-y, monsieur. OK, parfait. Alors, donc, ma présentation, je vais le faire sur 4 points essentiels. Le premier point, je vais faire un constat général sur le racisme et la discrimination, basé sur une étude des grandes institutions internationales, comme vous le voyez dès la première page. Et dans le deuxième moment, c'est-à-dire le deuxième point, ça va être des formes de discrimination et de racisme. Et dans ce point-là, il y aura un sous-point sur les formes subtiles sur lesquelles je vais y passer très rapidement. Puis au troisième moment, je vais vous présenter au moins les outils pour faire face à toutes ces problématiques et ces hypothèses sociétales que les gens vivent. Et au quatrième point, ça sera quelques ressources sur lesquelles les gens, les participants et puis les organismes peuvent quand même aller chercher des informations pour faire face à ça. Mais aussi, soit dans la période de questions, si le temps permet, je vais donner des exemples que j'ai vécu avec les jeunes au niveau de la Ligue des Noirs du Québec. Alors, pour le premier moment, le constat général, nous allons remarquer que la déclaration d'Urban contre le racisme et la discrimination, la xénophobie et l'intolérance qui s'est tenue, cette déclaration, c'était une conférence qui s'est tenue en 2001 en Afrique du Sud, qui donnait la définition au regard concernant le racisme et la discrimination. Donc, c'est organisé par l'UNESCO. Ça faisait remarquer que la xénophobie, dont les migrants sont souvent les premières victimes, est une des grandes sources du racisme contemporain. Ça, personne ne le refuse, on le sait tous. Alors, mais au niveau des discriminations, ça concerne quand même des secteurs, beaucoup de secteurs. On peut trouver la discrimination par rapport au logement, les gens le vivent, par rapport à l'éducation, qui va être vraiment le cœur de ma communication ce soir, par rapport à la santé, le travail ou la sécurité sociale, ce qu'on appelle ici tout ce qui est lié à la santé en fait.
Aujourd'hui, le constat, c'est que les principaux obstacles à l'intégration des migrants, notamment les jeunes aussi, à leur accès aux domaines, aux droits humains dans les sociétés hautes, ici au Canada ou ailleurs, sont les pratiques discriminatoires et les sentiments anti-migrants, c'est très persistant. Aujourd'hui, c'est à l'actualité. Je vous donnerai des exemples au fur et à mesure. Ce genre de sentiments et de pratiques sont souvent aggravés par les législations, par les réglementations et par les politiques visant vraiment à restreindre les flux migratoires sans le dire directement, comme le nombre, comme le montre, excusez-moi, la tendance de plus en plus présente à criminaliser les migrants irréguliers. C'est-à-dire, ici, ces pratiques, ces lois, ces législations, sans le dire, c'est tout simplement fondé sur la base de diminuer, de ne pas vouloir accueillir des personnes qui ne sont pas de la société, sans le dire, et à chaque fois qu'il y a quelque chose, on les criminalise. Qui on les criminalise, c'est des immigrants. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, aussi la crise économique qui peut être quand même, d'après les études qui ont été faites, la crise économique mondiale et permet la hausse du taux de chômage, a permis le taux de chômage dans les pays industrialisés. Du coup, en même temps, les employeurs souhaitent avoir des immigrants pour les employer parce qu'ils ont de l'emploi à donner. Les politiques disent oui, on y va avec, mais quand les gens arrivent dans ces pays, ce n'est pas ce qu'on retrouve. Autrement dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qu'on nous dit et ce qu'on voit, ce n'est pas la même chose. Donc, ce qui nous amène à dire qu'il est très important donc de s'attaquer aux préjugés négatifs qui entourent les immigrants au sein des communautés des pays hôtes, afin de promouvoir leur intégration et d'accroître leur participation au développement. Alors, donc, je vais passer au deuxième moment de ma communication qui est ici les formes de discrimination et de racisme. Les gens qui font des expériences très diverses de la discrimination, c'est sur la base des stéréotypes. Cependant, entre autres, nous avons les stéréotypages, comme mon confrère tantôt a le parti pris en sont aussi des formes les plus apparentes. Est-ce que je me fais entendre jusqu'à date? Oui, ça allait bien jusqu'à maintenant, en fait. Allô? Maintenant, ça s'appelle un lagging. OK, parfait. Donc, à nous, outre cela, la discrimination se manifeste, ce qu'on constate, se manifeste souvent sous les formes aussi qu'on appelle des formes subtiles de traitement différentiel. Par exemple, ce point-là, je vais y passer très rapidement parce qu'il a été largement développé par un confrère de tout à l'heure, M. Desrosiers, je pense, donc sur les stéréotypes, qui est une forme de discrimination raciale. Les stéréotypes comportent également l'attribution des mêmes caractéristiques à tous les membres d'un groupe en gommant leurs traits individuels. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Ça se passe comme ça. Ce procédé de stéréotypage se fonde souvent sur des idées erronées. On croit que la personne est ceci sans chercher à savoir la réalité ou sa réalité culturelle. On se permet de lui coller une étiquette sur le dos ou sur le front, puis il trimballe et puis il traîne avec ça. Malheureusement, c'est comme ça. Une information incomplète ou une fausse généralisation. Et souvent, quand on prête à ces jugements vis-à-vis des gens, on généralise. On ne particularise pas, malheureusement, on généralise. Dans la plupart des cas de stéréotypes, les stéréotypes présument des caractéristiques négatives au sujet d'un groupe, même les personnes bien intentionnées et n'ayant pas de parti pris ouvert peuvent s'adonner aussi au stéréotypage. C'est reçu souvent par éducation, ce n'est pas des choses innées.
Alors, le fameux profilage racial. Souvent, les gens ont tendance à oublier le profilage racial, alors que le profilage racial, dans le cas du Québec, aujourd'hui, il a été quand même commandité par la Ligue des Noirs du Québec, un recours collectif contre la société de la police de la ville de Montréal. La Ligue des Noirs a gagné ce procès, donc sur le profilage racial. Le profilage racial, je vais essayer de définir, est une forme de stéréotype qui peut avoir des implications particulières pour des personnes racialisées. C'est-à-dire, de par ta couleur de peau ou de par ta barbe, le policier, l'agent peut juger que, ou parce que tu as une belle voiture, une belle BMW, il juge que tu es noir ou tu es arabe, on va te nommer les choses comme il faut, tu ne devrais pas avoir une telle voiture. Si tu l'as, je vais aller chercher qu'est-ce que tu fais pour justifier que voilà, tu as cette voiture, soit tu dis des choses qui sont illégales. Malheureusement, c'est comme ça, mais bon, on en parle peu. Au Québec, on commence à en parler beaucoup. Alors, la définition que donne la commission du profilage racial est la suivante. Donc, c'est toute action prise pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de protection du public, qui repose sur des stéréotypes fondés sur la race, sur la couleur de peau, sur l'ethnie, sur les antécédents, sur la religion ou sur le milieu d'origine d'où je viens de Montréal-Nord, dans un quartier, entre guillemets, supposé être un quartier chaud, un quartier plein de délinquants, alors que ce n'est pas toujours le cas. Bah, à partir de là, on peut quand même faire tu peux suivre un profilage racial de milieu d'origine plutôt que sur un soupçon raisonnable. Dans le but d'isoler tout simplement une personne à des fins d'examen ou de traitement particulier. Tout simplement. Il suffit de compter la race parmi les facteurs d'une conduite qu'on présume constituer un cas de profilage. Ça seulement, ces comportements, ce regard, cette façon de voir les choses et de les appréhender seulement constitue un cas de profilage racial. Comme je disais tantôt, on n'en parle pas beaucoup, mais malheureusement, c'est quelque chose qui existe. Alors, donc, je vais passer au point... Monsieur Marot, oui. Pour vous donner une idée du temps, donc vous avez encore 5 minutes avant que nous puissions finalement faire les échanges avec nos participants et participantes pour que on puisse avoir cette donnant-donnant, donc avec les questions-réponses. Vous avez ça va aller avec moi parce que le point sur les formes subtiles, ça a été déjà évoqué par oui, voilà. les panélistes et je pense que je ne vais pas revenir sur ça parce que ça serait redondant. Je passe rapidement aux points qui n'ont pas été encore évoqués, puis avec peut-être des exemples que je vais apporter. Formidable, merci. Voilà, de rien. Alors, donc, les outils pour y faire face au racisme et à la discrimination raciale, mes recherches m'ont donné tout simplement dire qu'on doit participer à la valorisation de la diversité pour lutter contre la discrimination. En quoi faisant? En créant des sociétés, des réseaux interculturels. Identifier des situations de discrimination dans certains services. Par exemple, vous travaillez dans votre service, il y a un cas, il faut dénoncer, et puis il faut aller vers des services compétents, des institutions compétentes pour dénoncer, il faut que ça soit punitif. Donc, service public, par exemple, dénoncer et insister sur l'importance de s'y opposer. Il ne faut pas dire que oh, il m'a fait, je laisse passer, je vais y revenir, bon, je le laisse avec ce problème. Non. Si on te l'a fait, on fera ça à d'autres. Mais quand on va dans la punition de l'acte, je pense que certains qui avaient l'intention de vouloir le faire ne vont pas le faire parce que c'est punitif. Donc, travailler avec des agents d'inclusion, par exemple, les organismes communautaires le font, s'inscrire dans les formes et ou des initiatives de rencontres sur de discussion, ce qui se fait ce soir. C'est parfait, magnifique. Mettre en place des initiatives locales de soutien et de mentorat pour accompagner ces gens-là. Recourir aux formations existantes sur ces problématiques et des hypothèses du genre.
Alors, pour les quelques ressources, il y en a beaucoup, c'est toute une liste. Je pense, compte tenu du temps qui m'est imparti, si vous voulez, l'organisme, je pourrais vous les envoyer quand même, mais c'est tout simplement dans les sites pour faire les dénonciations au niveau du fédéral comme au niveau du comment ça s'appelle, du provincial, selon chacun la province dans laquelle on est. Donc, il y a aussi le 911 qu'on peut quand même contacter. Et puis, on peut toujours soumettre son problème à un organisme, à un conseiller ou à un intervenant qui, lui, va porter jusqu'au niveau où ça devrait aller pour qu'on puisse punir ces comportements du genre. Alors, moi, je pense que j'ai fini. J'ai fait le tour. Pour les exemples par rapport à mon expérience à la Ligue des Noirs du Québec, et puis par rapport à ce que j'ai vu et j'ai entendu par la bouche de certaines personnes comme des témoignages, si vous souhaitez, si le temps nous permet, on pourra y revenir dans la période de questions. Mais pour ma présentation, j'ai fait le tour. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis, voilà, j'ai fini. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Marot. Et puis, vous êtes dans les temps, en fait. Vous avez fini 50 secondes avant vos 15 minutes. Moi, je dis chapeau, c'est très bien. Donc, blague à part, moi, je dis merci vraiment à nos 3 panélistes pour avoir dressé un portrait finalement assez divers. Juste pour vous rappeler, en fait, ce qui a été présenté. Donc, Madame Gertrude Mianda avait présenté sur les immigrants francophones du groupe des minorités visibles face à la discrimination raciale. Nous avons eu Monsieur Antoine Desroses qui, lui, a fait un survol des concepts clés du racisme et de la discrimination et ensuite donné des moyens pour l'élimination des idées racistes. Et nous avons fini avec Monsieur Malamine Marot qui, lui, a plutôt présenté sur la discrimination à l'emploi et à la scolarisation des jeunes issus des groupes de minorités visibles. Et enfin, il a fini avec sa petite liste des outils d'accompagnement pour y faire face. Ça, c'était ce que nos 3 panélistes, donc finalement, ont présenté. Donc, dans une salle, si on n'était pas en Zoom, nous aurions applaudi. Je ne vais pas vous demander de vous unmuter pour applaudir. Ça va faire un boucan pas possible, comme dans la classe de mon fils en virtuel. On ne va plus s'entendre. Voilà, je vois que certaines personnes ont applaudi avec les émoticônes. C'est génial, hein. Franchement, on fait vraiment preuve de créativité. Merci, Melika, je te vois bouger les mains. Donc voilà, en fait, j'ai vu passer des questions au fur et à mesure, mais c'était plutôt des questions techniques par rapport aux slides. Donc de ce que j'ai compris, c'est que les présentations pourront être partagées avec les participants et participantes. Si je ne m'abuse, Émilie, si tu pouvais en fait le confirmer auprès de tout le monde. Oui, sauf si nos panélistes ne le souhaitent pas, mais normalement, voilà, on partagera tout ça. On a vos mails, étant donné que vous vous êtes inscrits, donc avec l'accord de nos 3 panélistes, on vous enverra tout ça dans les prochains jours. Super, merci pour la confirmation. Et donc là, voilà. Avant d'aborder les questions que j'ai déjà, moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est on est une quarantaine autour de cette table Zoom. Est-ce que vous avez des choses que vous voulez, des questions que vous voulez poser, soit à nos 3 panélistes ou juste en général? Est-ce que vous voulez échanger? Et y a-t-il des choses qui vous ont interpellé pendant les présentations? Donc voilà, je laisse un petit peu, je vais donner quoi, un petit 15 secondes là, que quelqu'un puisse, sinon je peux facilement venir avec des questions moi-même aussi. Voilà. On a Sonia qui a levé la main, je crois. Oui, alors moi je ne vois pas les mains levées malheureusement. Écoute, bonsoir tout le monde et merci à nos panélistes. La première observation, en fait, concerne ce que M. Antoine Desroses a soulevé à ce qui concerne la discrimination dans le domaine de la santé. J'aimerais rajouter aussi que parfois, même si les gens ne sont pas discriminés
par rapport à l'accès aux soins de santé. Parfois, une fois qu'ils sont là, ils sont discriminés dans la manière de diagnostiquer. On entend souvent, par exemple, une personne qui dit moi, j'ai mal. Et du coup, on va dire vous exagérez toujours la douleur, n'est-ce pas? Donc, la personne a déjà eu accès, mais on ne croit pas à quel point elle a mal. Donc, on va toujours stéréotyper le mal dans le domaine de la santé. Un autre point que je voudrais soulever, je crois, Gertrude et Malamine ont soulevé l'importance de valoriser la diversité. Gertrude a mentionné l'importance du comité interculturel. Et je crois, selon moi, les compétences culturelles devraient être obligatoires dans les organismes, dans tous les organismes en fait. Ça devrait être inscrit dans le développement professionnel de tous les employés. Ça devrait franchement être quelque chose qui devrait être obligatoire pour tout le monde. Je crois que maintenant, dans beaucoup d'organismes, je sais que dans mon organisme, on prend la compétence culturelle pour, je crois que ça s'appelle First Nations. On prend ce cours-là et c'est obligatoire pour tout le monde. Mais c'est vraiment pour ce volet First Nation. Je crois qu'on devrait aussi faire la même chose, mais aussi pour d'autres, pour élargir en fait. Donc, c'est ça. Merci Sonia pour tes échanges et puis pour donner des pistes de solutions, de réflexion. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a peut-être levé la main que je n'ai pas vu? Donc, vous pouvez en fait ouvrir votre micro et puis partager. Sinon, je vais faire comme les enseignants et les enseignantes. Hein. Je vais de l'avant avec mes questions et puis on va explorer ça ensemble. Salut. C'est Chancy. Vas-y. Je voulais savoir, il y a un passage qui m'a beaucoup intéressé, mais je voulais savoir avant, est-ce que, au lieu de poser la question, est-ce que je peux dire si je suis pour ce passage ou si je suis contre? Oui, enfin, je veux dire, on parle d'échange ici, donc si maintenant tu peux parler de ce que tu as, effectivement, de ce que tu as ressenti ou ce que tu as compris de ce qui a été présenté, tout en, bien sûr, restant calme et puis en souriant. Je rigole. Okay. C'est la première dame qui a présenté, Madame Gertrude. Elle a soulevé un point sur l'accent francophone sur le milieu de travail, que les francophones, quand ils arrivent, sont dans un milieu de travail et que par rapport à leur accent, ils reçoivent de la discrimination. Moi, ce que j'en pense de ça, je ne suis pas complètement pour sur ce côté-ci. Je pense que le problème, ce n'est pas l'accent, c'est la discrimination fait son apparition quand la personne n'arrive pas à s'exprimer. Parce qu'il y a une très grande différence entre avoir l'accent et ne pas connaître et ne pas savoir comment s'exprimer. Moi, par exemple, j'ai un accent très francophone, je suis dans un milieu de travail, mais j'arrive quand même à m'exprimer. Le plus important dans la langue anglaise, c'est de partager le sujet, essayer de se comprendre. L'accent n'a rien à voir. Parce que si vous parlez de l'accent et que la discrimination se passe dans des immigrants francophones par rapport à leur accent, qu'est-ce que vous allez dire des Indiens qui ont aussi leur accent? Parce que tout le monde a un accent. Les Nigérians aussi, ils ont leur accent. Mais eux, par contre, ils ne subissent pas cette discrimination. Comme nous, les francophones, on est supposé le dire qu'on a un accent que les anglophones ne veulent pas nous accepter parce qu'on ne s'exprime pas trop bien. Le problème est qu'on n'arrive pas on ne sait pas comment s'exprimer. Ce que je veux dire, je ne suis pas vraiment pour ce côté-ci, de côté accent, que la discrimination fait son apparition parce que les immigrants francophones n'ont pas un bon accent. Je pense que le problème est que la plupart des immigrants francophones n'arrivent pas trop à s'adapter dans le système anglophone. Ils sont plus pour vivre entre eux et garder leur langue et ils n'arrivent pas à comment s'exprimer. Du coup, quand ils arrivent dans un milieu anglophone et les anglophones n'arrivent pas à comprendre ce qu'ils disent, et c'est là où devient le problème. C'est ça que je voulais dire, en fait. Merci, Jancy, d'avoir partagé cette... Est-ce que Mme Gertrude voulait renchérir là-dessus ou... Oui, je vois un chemin de tête, vous pouvez aller de l'avant. Merci de me donner la parole. Je vais faire une précision. Je parle des francophones
travaillant dans le milieu minoritaire francophone, dans les organisations francophones. Ça, c'est sur base de mes propres recherches à Toronto et à Ottawa. Et je fais parallèle. Il y a un de mes collègues d'Ali qui fait la même recherche en Alberta et qui aboutit au même résultat que moi. Et on peut même faire une hiérarchie, je ne vais pas le faire ici, mais l'accent francophone, il y a un accent qui est accepté comme un accent standard. Et quand les Africains ou les Haïtiens, je parle de minorités visibles, hein, ou les autres minorités visibles racialisées qui parlent francophone, qui parlent français, leur accent est considéré comme différent par rapport aux autres. C'est un motif de discrimination. C'est pour ça que j'ai dit les francophones en milieu minoritaire sont comme triplement marginalisés par le fait d'être minorité visible alors qu'ils sont bien visibles, le fait d'être dans une communauté francophone minoritaire et le fait d'avoir un accent francophone. Ça ne veut pas dire qu'elles ne savent pas s'exprimer en français. Ce n'est pas ça du tout. Et la même chose, vous le retrouvez en anglais. Une de mes collègues, Grace, qui fait le même études sur l'intégration des immigrants en Colombie-Britannique, mais les immigrants anglophones trouvent la même chose, qu'il y a un accent anglophone qui est acceptable, qui est considéré comme standard. Et quand vous n'avez pas cet accent anglophone, on vous discrimine. Donc, ce n'est pas une invention, c'est sur base de recherche. Je vais vous donner un exemple. On parle avec quelqu'un qui fait service à la clientèle. On appelle au téléphone. Elle s'exprime bien en français, mais on dit ton accent, je ne te comprends pas par ton accent. Est-ce qu'il y a une personne qui parle bien français? Eh bien, la personne qui parle bien français, on cherche une personne blanche, pas une personne noire. C'est là une discrimination. Donc, je ne dis pas parce que tu ne sais pas t'exprimer en français, parce que ton accent fait la différence. Et ça, c'est sur base de recherche. Merci. Merci Gertrude pour la clarification par rapport en fait à comment vous aviez présenté la chose lors de la présentation. Bien sûr, il n'y a pas de vrai et de faux, comme vous l'avez dit. Donc, ce que vous avez présenté, c'était sur base de recherche. Vous avez parlé de statistiques, etc. Et puis, j'ai vu beaucoup de hochements de tête et des pouces levés par rapport à ce qui a été dit. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent renchérir par rapport à finalement la hiérarchisation des accents francophones, si on veut appeler ça comme ça. Mais juste pour faire rire un petit peu, en fait, quand on m'entend au téléphone sans voir mon turban sikh et sans voir ma couleur de peau, parce que j'ai vécu en Belgique et j'y ai fait ma scolarité, on s'attend à voir une personne blanche de Belgique ou même de la France. Et finalement, donc quand je me présente en vrai, en chair et en os, c'est toujours comique en fait de voir la personne en train de se dire « Ah oui, d'accord, c'est la personne que j'ai eu au téléphone, je m'attendais à… » Mais voilà, moi je le prends plutôt comme un aspect comique, mais il faut voir aussi comment est-ce que la personne va m'accueillir, etc. Donc, voilà, on en parle souvent de cette hiérarchisation des accents francophones. Là, je vois dans le chat, veulent-ils l'accent québécois? Donc, voilà, c'est quelque chose qui a été posé dans le chat. Je ne sais pas qui veut y répondre. Peut-être, voilà, oui, j'allais y venir vu que vous êtes au Québec. Allez-y, Monsieur Marot. Okay. Moi, en fait, pas répondre par rapport accent québécois, mais c'est juste pour revenir un peu sur la hiérarchisation des accents. C'est un fait qui est réel parce que ça soit en Belgique, que ça soit en France, que ça soit ici, oui, il y a des organisations qui vont aller à la sélection vers quelqu'un qui a un accent plus ou moins
d'ici. Donc, en France, par exemple, il y a même la discrimination par rapport à l'adresse, au lieu d'habitation, par rapport à, écoute, la barbe même, comment ta personnalité. Et ça, c'est ce que ma collègue Gertrude a dit dans le cadre de ce panel, est parfaitement vérifié par les recherches scientifiques qui sont avérées, aussi bien ici au Québec, dans l'ensemble du Canada, comme ailleurs dans des pays d'accueil des personnes migrantes. Oui, parce qu'ils se disent, voilà un accent standardisé, il faut que tu rentres dans ce moule pour être considéré. Et le témoignage que tu viens de dire, quand tu as un accent, par exemple en France, tu es au téléphone, ils te convoquent parce qu'ils ne t'ont pas vu, c'est l'autre bout de qui tu viens, mais ils voient un noir qui est né en France avec l'accent français. Ben, écoute, ok, d'accord, ils vont te faire l'entrevue, mais au final, on ne va pas te prendre parce que la couleur de peau dérange, ou bien la barbe arabe, ça dérange, ou je ne sais pas quoi, le foulard comme tu as donné, ça dérange. Mais au téléphone, ce n'est pas ça parce qu'ils n'ont pas vu ça. C'est l'accent qu'ils entendent. Et que ton accent rentre dans le moule standard. Alors, ils vont te prendre pour l'entrevue, mais ils ne vont pas te prendre très souvent pour le travail. C'est ça, ce que je voulais rajouter dans ça. Merci, Malamine. Si... un commentaire là-dessus très rapidement. Pour revenir à l'étude des Dalet, Philippe Dalet, vous pouvez le retrouver en Alberta. Je vais vous surprendre. En Alberta, dans l'étude que lui, il a menée, l'accent standard, c'est l'accent québécois. Et puis avec ça, après l'accent québécois, vous avez l'accent européen français et vous avez les Africains francophones et le franco-albertain est même considéré à un niveau inférieur. Donc, vous avez le français standard québécois, le français européen français de la France ou de la Belgique ou de la Suisse, peu importe, et puis le français d'un Africain ou d'une Africaine, et le franco-albertain est considéré comme ayant un accent inférieur. Inférieur, oui. Oui. Donc, merci pour cette clarification. Donc là, si je regarde le temps, si je regarde aussi comment est-ce qu'on avait finalement fait en sorte que d'ici, on veut ressortir finalement avec des échanges, avec des chiffres et des données, mais aussi avec des outils. Donc maintenant, si je vous pose cette question à vous tous et toutes, dans le sens de... Comment finalement, comment est-ce que vous outilleriez ou vous conseilleriez un nouvel arrivant francophone qui pourrait par exemple faire face à une discrimination ou à un épisode raciste. Donc finalement, partir d'ici avec des outils. Donc je sais que jusqu'à Antoine Desroses en a présenté, Malamine Marot en a présenté aussi, mais vous savez, ça ne peut pas être trop grand non plus. Je veux dire, à chaque fois, il ne faut pas penser à tout ce qui est institution. Bien sûr, il faut les garder dans le fond de la pensée, mais ça peut être des petits gestes, ça peut être des petits mécanismes. Donc, si on voulait commencer avec des petits mécanismes, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit pour pouvoir finalement... tout bêtement, donner un conseil. Je ne sais pas, s'il y a quelqu'un qui vous arrive, un ami, un membre de la famille, etc., comment est-ce que vous guideriez cette personne? Est-ce que je peux prendre la parole avant que mon idée m'échappe? Oui, vas-y. Vas-y. Parfait. Je prends l'exemple, comme j'avais quand même prévu, je prends l'exemple du vécu que j'ai eu avec la Ligue des Noirs du Québec. C'est d'abord pour les organismes communautaires qui existent dans des localités. C'est de s'organiser pour avoir un programme d'accueil de ces nouveaux arrivants. En quoi faisant et en quoi mettant là-bas comme contenu, c'est que déjà leur sensibiliser sur l'existence du fait. Parce que quand la personne sait que le phénomène existe, à partir de là, quand tu lui donnes les outils, il va pouvoir les appliquer. Mais quand il ignore déjà au départ l'existence du phénomène, il ne peut pas comprendre pourquoi les outils et comment s'en servir de façon positive. Donc, il y a aussi des programmes financés par le gouvernement. Moi, quand j'étais à la Ligue des Noirs, c'était le Service Canada qui finançait ce projet d'intégration jeunesse en emploi. Puis, c'est des jeunes de 16 à 30 ans.
ceux qui sont nés ici, mais aussi ceux qui sont arrivés de 16 à 30 ans, ils pouvaient s'inscrire dans ce programme. Et puis, on leur donne des formations de premier niveau pour intégrer le marché de l'emploi, avoir des outils qui leur permettent de faire le premier pas au niveau de l'emploi. Donc, la formation durait, par exemple, 8 semaines avant, quand j'étais là-bas, 8 semaines, service à la clientèle, estime de soi, connaissance de soi, des trucs comme l'informatique de base, la littératie informatique, l'accent québécois, on le dit, le dîner dans le français. Il faut que ces gens-là connaissent ces terminologies pour que quand ils vont aller dans l'entreprise, ils ne vont pas se perdre. Ça, c'est number one. Mais aussi faire le partenariat avec des entreprises qui peuvent accueillir ces gens-là. Comme ce financement existait, donc, nous, j'ai démarché les entreprises pour accueillir ces jeunes-là sous forme de stages rémunérés. Avec nous, notre contribution via cette enveloppe du gouvernement fédéral, c'est-à-dire Service Québec, on va contribuer pendant 7 mois à hauteur de 50% du salaire offert sur le poste. Mettons, par exemple, on prend un jeune, on lui dit, écoute, le poste que tu occupes, ça vaut $16 de l'heure. L'employé pendant cette enveloppe perd 8 mois. Parce que 7 mois, au Québec ici, ça équivaut à 6 mois d'expérience professionnelle qui est reconnue au Québec. Et que la personne ayant pris théoriquement les bonnes attitudes, les bons comportements professionnels, quand il va les reproduire, il va voir que ça match et donc ça va lui aider, même s'il n'est pas gardé dans cette entreprise, quand il va aller chercher, il est déjà outillé. Ça, c'est un exemple, par exemple. Merci Malamine pour ces 2 ou 3. Oui, Marie-Lucie, je te vois, mais en fait, avant toi, il y a eu une question. Je suis désolée, hein, je vais juste faire la... Donc, il y a une question dans le chat ici. Donc, la question, c'est la discrimination n'est-elle pas encouragée par les communautés francophones noires elles-mêmes sur base de manque de solidarité et du complexe d'infériorité? Donc, c'est une question qui a été posée. Voilà. Je peux répondre? Oui, vas-y Antoine, on t'écoute. Je pose la question parce que je voulais partir à 7h30, j'ai une autre obligation, je dois partir, je ne voulais pas tout simplement laisser, mais je vais laisser à d'autres le soin d'y répondre. Je sais que Madame Gertrude, professeur Gertrude et Monsieur Malamine seront tout à fait à la hauteur. C'est tout simplement pour vous remercier de m'avoir invité. C'était fantastique. C'était un grand plaisir pour moi de faire partie de ce panel. Mais je dirais en réponse à la question que c'est un cas typique de blâmer la victime. Blâmer les communautés francophones d'être discriminées. Donc, c'est leur faute si ces communautés-là sont discriminées. C'est un cas typique. C'est comme on dit, oh oui, cette femme-là a été violée, elle avait une petite jupe tout courte. Donc, c'est pas... Je pense que la question est offensante. Mais comme vous avez dit que toute personne a droit à leur propre opinion, mais il ne faut pas blâmer les victimes. Je m'excuse, je dois partir. Merci. Merci pour votre présentation et puis courez à votre prochaine rencontre. Merci pour les échanges. Est-ce qu'il y a Je pourrais quand même tenter d'apporter une début de réponse à cette question. Mais peut-être que j'ai quelque chose à dire, Malamine. Encore basé sur l'expérience que j'ai vécue à la Ligue des Noirs et dans d'autres organismes. Ça peut être le cas parce que le fait d'être désocialisé, ça peut être le cas. C'est toujours pas le cas. Mais vous savez, quand une personne arrive nouvellement au Canada, le premier repère, comme j'ai toujours dit, j'arrive du Sénégal. Premier réflexe, est-ce qu'il y a des Noirs dans mon quartier? Oui, je m'approche de ces gens-là. Je fais la démarche. Le conseil que je... Quand j'ai détecté qu'il y a des Noirs, par exemple, c'est ma communauté, peu importe d'où ils viennent. Est-ce que parmi ces Noirs, il y a ceux qui viennent de l'Afrique de l'Ouest, d'où je viens, le Sénégal? Parce qu'il y a des codes culturels qui matchent.
Parmi ceux que sont de l'Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire, Mali, tout ça, est-ce qu'il y a ceux du Sénégal? Oui, maintenant, je m'approche de façon anthropologique petit à petit. Oui, il y a des Sénégalais. Parmi les Sénégalais, y a-t-il ceux qui viennent du sud du Sénégal, d'où je viens? Parce qu'il y a l'histoire des codes culturels. S'il y a ce groupe, je m'intègre à ce groupe. Maintenant, je pose ma question. Je viens d'arriver, je veux de l'aide. Qu'est-ce qui marche par rapport à ce que je veux entendre? Mais Merci. si on arrive, on n'a pas ce cercle-là, où le cercle il existe, mais il n'est pas organisé, il n'est pas prêt. Oui, dans ce cas-là, on peut dire que la désocialisation des communautés elles-mêmes culturelles peut être une façon de laisser l'autre discriminer. Mais ce n'est pas la désocialisation des communautés qui va discriminer, mais seulement elle n'aide pas le nouveau arrivant à pouvoir se préparer pour faire face à sa nouvelle société d'accueil. Merci. Oui, merci beaucoup. En fait, il y a Marie-Lucie qui demandait la parole tout à l'heure. Donc, je vais lui laisser la parole et ensuite, je vous lirai en fait ce que Sonia a mis dans le chat qui est super important aussi. Donc, vas-y Marie-Lucie, tu peux aller de l'avant avec ta question ou tes remarques. Merci beaucoup. Moi, je viens de Montréal. J'avais une question pour Madame Mianda, mais je voulais quand même répondre à la question que vous avez posée par rapport à ce qui peut être fait pour, de manière effective. Moi, je pense personnellement à la responsabilisation. Pourquoi je le dis? Comme Madame Mianda a parlé de la déqualification, je l'ai vécu. Et quand je suis actuellement au Cégep à Montréal, je me suis rendu compte que ce n'est pas seulement les outils qui manquent, mais c'est la responsabilité de la personne d'utiliser les outils qui sont existants. Alors, pour quelqu'un qui vient d'arriver, ça serait important de le responsabiliser par rapport à son avancement, par rapport au fait que les outils sont là, mais si tu ne les utilises pas, tu ne vas pas aller plus loin que ça, parce que tu ne pourras pas savoir quelles sont tes options. On s'entend que personnellement, je crois que le racisme, on peut lutter contre, mais il ne va pas finir du jour au lendemain. Mais on peut s'outiller nous-mêmes pour être en mesure de naviguer en eau trouble. C'est ce que je pense par rapport à ça. Alors, la question pour Mme Mianda, c'était par rapport à la déqualification, parce que vous avez parlé du fait qu'on peut mettre en place un système de recyclage. Moi, je voulais savoir si, par exemple, la déqualification est due au fait que le pays d'origine ne peut pas, par exemple, valider les diplômes. Qu'est-ce que nous, ici au Canada, qu'est-ce qui peut être fait au niveau universitaire, au niveau collégial, pour que ces personnes-là soient en mesure d'intégrer le système quand même? Merci. Okay. Oui. Par rapport à la... Je pense que pour comment on dit, valider le diplôme, même si on le fait dans le pays d'origine, je ne pense pas que le Canada va... Comment le terme... Je ne suis pas anglophone, hein, mais le terme me vient en anglais. Oh là là. Je ne pense pas que le Canada va croire à cette validation. Il faut absolument que le diplôme soit validé ici. Moi, quand j'étais encore aux études à l'Université Laval, j'ai étudié au Québec, il y avait un système où à l'université, on pouvait valider ton diplôme, reconnaissance de diplôme. Mais ça, ce n'est pas uniformisé à la grandeur du Canada et je ne sais même pas si à l'Université Laval, ça se fait. Mais il faudrait qu'au niveau de l'immigration, puisqu'ils cherchent de professionnels qualifiés, il faudrait qu'au niveau de l'immigration, qu'on parvienne à standardiser ça, à se dire, bon, voilà les standards, quand quelqu'un vient ici qualifié, on valide son diplôme. Je vais vous avouer, je fais des recherches avec les immigrants francophones. Combien de femmes africaines médecins que j'ai déjà vues et qui travaillent comme infirmières? Ça, c'est de la déqualification qui n'est pas voulue, mais qui vous diminue. Et combien de médecins haïtiens, si on en parle, qui sont à Montréal pour faire chauffeur de taxi? Et finalement, tu perds toutes tes connaissances parce que le marché du travail ne peut, et on en a besoin de médecins. Maintenant, je vais revenir à la première question sur discrimination. Je voulais ne pas rentrer là-dedans beaucoup parce que je vais utiliser le terme parce que si je parle de colonialité du pouvoir, peut-être on ne va pas me comprendre.
je vois cette question de discrimination. Est-ce que ce n'est pas les immigrants eux-mêmes, les minorités visibles, parlons ici des minorités visibles noires, qui eux-mêmes, comment la question était, nos communautés noires elles-mêmes manquent de solidarité, qui encouragent la discrimination. Je vois deux volets là-dedans. Parlons de la solidarité, manque de solidarité. Et vous avez totalement raison. Pourquoi on manque cette solidarité? Je pense par rapport à l'accès aux ressources. Les ressources sont limitées et comme nous souffrons de complexes d'infériorité. Ça, c'est la colonialité. La colonisation nous a infériorisés et nous avons intériorisé ces complexes d'infériorité vis-à-vis du blanc. Beaucoup plus concrètement, dans mes recherches, j'ai trouvé qu'un immigrant noir, africain particulièrement, et je dis ça, je ne peux pas dire le centre, il peut aller, donnant l'exemple du centre francophone. Je n'identifie pas les personnes, mais je prends ça comme exemple. Hein. Il ne faut pas prendre ça. Un noir qui arrive, qui va au centre francophone, disons n'importe quel centre, un Africain, il ne voudra pas confier son problème à l'Africain qui est là. Il va aller vers le blanc parce que lui, il est complexé. Il souffre de ce complexe-là. Finalement, il n'a pas confiance à son frère, à sa sœur noire. Parce que je ne veux pas qu'ils connaissent mes problèmes. Et peut-être que lui va plus t'aider que l'autre à qui tu parles parce que tu souffres de ce complexe-là. Et moi, je dis, pour nous libérer de ça, il faut absolument, c'est notre mentalité. On doit changer notre mentalité, c'est décomplexer. J'appelle ça le complexe du colonisé. Nous avons ça. Vous pouvez aller lire Frantz Fanon. Nous souffrons de ces complexes d'infériorité. Je peux vous donner mon propre exemple. Je suis à l'université, je peux enseigner les immigrants noirs. Je peux les croiser sur la route. Hein. Je suis avec mes collègues blanches ou blancs. Ils vont dire bonjour aux blancs et pas à moi. Pourtant, ils sont dans mes classes. Je les vois chaque jour. Et sur la route, il ne faut pas me saluer. Les professeurs, c'est les blancs. J'ai enseigné des hommes noirs, mais qui pensent qu'une femme noire ne peut pas être professeure à l'université. On est au 21e siècle. Ça, c'est le complexe que nous avons. Quand les hommes me parlent, ils viennent me dire, madame, je ne mérite pas ces notes-là. J'ai une femme à la maison comme vous. Je dis, ok, allez dire à votre femme que vous êtes élève, vous êtes à l'université. Moi, je dois vous enseigner. C'est notre complexe. Et ça, c'est à nous de nous décomplexer. Et c'est aussi complexe, hein? Oui, merci pour cet échange. Malheureusement, en fait, Malamine, il est 19h48. Il y a déjà des participants qui sont partis. Et je sais, c'est vraiment, en fait, c'est des sujets. Et même là, Gertrude a soulevé beaucoup d'autres. Elle a juste soulevé une pierre. Et puis là, on a vu beaucoup d'autres sujets qui sont arrivés. On pourrait en parler pendant des heures, hein, mais c'est parce que, comme je vous ai dit, on a perdu des participants en cours de route, vu qu'on avait une heure qu'on avait tous programmée. Là, si on devait en fait, si on devait terminer ceci pour un mot de la fin, ce que je pourrais dire, c'est en fait vous lire ce que Sonia a mis dans le chat, qui finalement résume ce que vous avez, vous, les trois panélistes, déjà fait dans vos présentations. Elle nous dit, on devrait enseigner aux immigrants de leurs droits, car souvent, ils n'osent pas dénoncer par manque d'infos. Donc, en fait, finalement, la boucle est bouclée, dans le sens où nous avons tous et toutes dit ça avec nos propres mots, c'est finalement d'outiller, de pouvoir donner des ressources. On a parlé d'outils, on a parlé de ressources, on a parlé on peut commencer petit, on peut aller plus loin. Donc, on a parlé de beaucoup de concepts, finalement. Donc là, comme Émilie avait déjà dit, on a vos adresses courriels. Si les panélistes sont d'accord par rapport à partager les présentations PowerPoint, ce serait déjà un bon point. Et le deuxième point, c'est en fait toutes les ressources qui ont été mentionnées. Vous pouvez, je pense que Émilie et le réseau pourraient également vous envoyer donc ces ressources-là.
Et donc voilà, moi, à la toute fin, c'est vraiment vous remercier, vous tous. Et avant de partir, si vous pouviez aussi donc faire le petit sondage, c'est très bref. C'est, voilà, normalement, il est apparu sur votre écran comme par magie. C'est moi qui ai fait un tour de magie de chez moi. Donc là, ça vous parle de sondage de satisfaction. Qu'avez-vous pensé de la qualité des informations et des échanges lors de la rencontre? Voilà, vous cliquez et puis vous allez soumettre ça. Et puis, je pense qu'Émilie avait aussi une invitation pour… Oui. Alors, merci beaucoup Harwinder. Donc, pendant que vous complétez ce petit sondage, moi, je voulais juste vous rappeler que donc on est pendant la semaine de l'immigration francophone. Donc, vous allez retrouver toutes les activités sur notre site, c'est réseausoutien.org. Vous avez la rubrique activités, Semaine nationale de l'immigration francophone. Et on vous invite plus particulièrement à vous joindre à notre débat de clôture de la CIF. C'est vendredi. C'est donc le 6 novembre, c'est de 18h à 20h et c'est sur un thème qui, je pense, du coup, va aussi vous toucher. C'est la discrimination fondée sur la race et l'origine ethnique. Existe-t-elle vraiment dans nos communautés d'accueil du CSO? Si oui, quels sont les impacts sur l'intégration des immigrants francophones? Donc, on aura 2 animatrices de choix. On aura aussi 6 acteurs clés de la communauté du centre sud-ouest de l'Ontario et vont participer à la compréhension de la problématique de ce débat. Donc, inscrivez-vous, participez, on vous attend vraiment ce jour-là. Donc, un grand merci à tout le monde d'être venu ce soir. Merci aussi au CLIF de Peel pour leur mobilisation pour toute la semaine et puis particulièrement pour cet événement. Merci Harwinder pour avoir joué la modératrice, c'est très apprécié, ça a été très bien fait. Et puis, merci aussi à la FCFA qui coordonne la semaine de l'immigration. Et puis, merci à notre bailleur de fonds qui est IRC.